Et si derrière la beauté des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, il y avait autre chose? Un code secret peut-être? Un véritable langage, un langage mathématique qui aurait été intégré délibérément dans ses toiles les plus célèbres. C'est ce mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Alors, pour commencer, par où d'autre? La Joconde, évidemment. Mona Lisa. Ça fait des siècles que son sourire énigmatique nous captive. Son regard, on a l'impression qu'il nous suit partout. Sa présence, elle a vraiment quelque chose de presque surnaturel. Voilà, la question qui se pose. Est-ce que cette beauté si profonde, c'est juste un coup de génie, un accident heureux, ou est-ce que c'est le résultat d'un calcul, d'une conception mathématique bien précise? Chance ou calcul, intuition ou intention? Pour tenter d'y répondre, on doit faire un petit voyage dans le temps, bien avant Léonard en fait, à la découverte d'un concept mathématique absolument fascinant. Voilà notre premier indice dans cette enquête, la divine proportion. C'est un concept qui n'est pas nouveau du tout, on le connaît depuis l'Antiquité, et pour beaucoup, c'était ni plus ni moins que la clé secrète de l'harmonie universelle. Bon, alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une proportion assez unique. Imaginez une ligne toute simple. Maintenant, on la coupe en deux, mais en deux parties qui ne sont pas égales. Eh bien, la magie, elle opère quand le rapport entre la ligne entière et le grand morceau est exactement le même que le rapport entre ce grand morceau et le petit. C'est ça, le nombre d'or. C'est cette sorte de résonance, cette harmonie interne qui le rend si spécial. Et attention, ce principe, il ne date pas d'hier. C'est un certain Euclide, un mathématicien grec, qui l'a décrit pour la toute première fois au IIIe siècle avant notre ère. Et cette simple relation géométrique, cette petite division d'un segment, c'est la base de tout ce qu'on va voir ensuite. Et c'est là, vraiment là, que ça devient fascinant. Parce que quand on applique cette proportion à des rectangles, eh bien, elle donne naissance à une forme organique, une spirale parfaite, une spirale qu'on retrouve absolument partout dans la nature, dans les coquillages, dans les fleurs et même dans les galaxies. C'est vraiment le point de rencontre entre les maths, l'abstrait et le monde bien réel, le monde vivant. On voit bien que ce concept, il a une sacrée histoire. Ça part de Euclide, qui le met sur papier, puis on a Fibonacci, des siècles plus tard, qui découvre une suite de nombres qui s'en approchent, et enfin on arrive à la Renaissance, avec un moine, Luca Pacioli, qui lui donne son nom le plus célèbre. Et c'est là, à ce moment précis, que tout va changer. Ok, maintenant on met les maths pures un peu de côté, et on va planter le décor. On part à Florence. Parce qu'un génie comme Léonard, ça ne sort pas de nulle part. Pour le comprendre lui, il faut d'abord comprendre le monde qui l'entourait, le monde qu'il a littéralement façonné. Imaginez, on est au milieu du XVe siècle. Comme de Médicis fonde l'Académie platonicienne à Florence. Et ce n'est pas juste une école. Attention, c'est bien plus que ça. C'est l'épicentre d'une révolution intellectuelle. C'est un lieu où les plus grands esprits de l'époque cherchent à marier la sagesse de la Grèce antique avec la foi chrétienne. Et cette idée, elle va absolument tout changer. Et cette phrase de Platon devient leur mantra. Pour tous ces penseurs, les mathématiques, ce n'est pas juste un outil pratique. Non, non. C'est carrément la langue de Dieu. Le langage divin qu'il aurait utilisé pour écrire les lois de l'univers. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est cette idée que la beauté, la vraie, c'est l'expression d'un code caché. Du coup, les artistes ne sont plus vus comme des simples artisans. Ils deviennent des sortes de chercheurs de vérité. Leur but, percer les secrets de la création en utilisant la géométrie. Et là, d'un coup, l'art, la science et la spiritualité ne font plus qu'un. Et c'est pile au milieu de ce bouillonnement d'idées, de cette effervescence, que grandit le jeune Léonard de Vinci. Et il n'est pas juste un spectateur de cette révolution, loin de là. Il va en devenir l'un des acteurs principaux. C'est vraiment essentiel de comprendre ça. Léonard, c'était beaucoup plus qu'un peintre. C'était ce qu'on appelle un esprit universel. Pour lui, l'art et la science, c'était les deux faces d'une même pièce, indissociables. Il passait son temps à observer la nature pour en comprendre les lois, et ensuite, il utilisait ces mêmes lois pour créer son art. Et là, on a la preuve, la pièce à conviction si on veut. Léonard n'a pas seulement entendu parler de la divine proportion, il a carrément travaillé dessus. C'est lui qui a illustré le livre de Luca Pacioli, l'ouvrage de référence sur le sujet. Il a dessiné de sa propre main ces formes géométriques parfaites qui sont au cœur de toute la théorie. Et cette obsession, on la retrouve partout dans ses carnets, vraiment partout. Ils sont remplis de ces motifs, de ces recherches sur des formes, comme la fameuse fleur de vie. Pour les néoplatoniciens, cette figure, c'était rien de moins que la maîtrise géométrique de l'univers. On a l'impression que Léonard cherchait le code source de la création. Bon, maintenant qu'on a les outils, c'est-à-dire la divine proportion, et qu'on a le contexte, le néoplatonisme, il est temps de revenir à notre mystère du début. Alors, avant même la Joconde, il y a eu l'homme de Vitruve.
Cette œuvre, c'est une pure démonstration de sa quête des proportions idéales du corps humain. Et qu'est-ce que les analyses nous apprennent? Eh bien, que toute sa structure repose sur le nombre d'or. C'est un précédent très clair. C'est la preuve qu'il utilisait cette géométrie de façon tout à fait délibérée. Alors maintenant, avec tout ça en tête, retournons voir la Joconde. Mais cette fois, on la regarde différemment, avec un œil de géomètre. Et ce que les analyses de l'œuvre suggèrent, c'est assez stupéfiant. D'abord, la composition. La Joconde n'est pas pile au centre, non. Son positionnement divise l'espace verticalement, précisément selon le nombre d'or. Et, encore plus troublant, les proportions de son visage, elles s'inscrivent parfaitement dans un rectangle d'or. Et c'est ça, la clé de tout. Cette structure mathématique cachée, ce ne serait pas juste un exercice de style pour faire joli. Non, ce serait la raison profonde pour laquelle ce tableau nous semble si harmonieux, si équilibré. C'est comme s'il parlait directement à notre subconscient, à notre cerveau qui, lui, reconnaît cet ordre naturel, ces proportions qu'il voit partout ailleurs dans la nature. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce que Léonard, en bon philosophe néo-platonicien, a consciemment, intentionnellement, intégré ce code divin dans son art pour lui donner une résonance cosmique? Ou alors, est-ce que c'est nous qui, fascinés par ce nombre d'or, le voyons partout et le projetons sur son œuvre? Le mystère reste entier, mais une chose est sûre, une partie du génie de Léonard, c'est justement de nous forcer, encore aujourd'hui, à nous poser la question.